Donc oui, effectivement, je vais me présenter dans quelques instants. Moi, je suis ici pour vous parler un peu de mesure de l'empreinte environnementale. Alors, je l'ai sous-titré un outil indispensable de l'ingénieur de demain. C'est quelque chose que je crois assez profondément et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai essayé de scinder la présentation en trois temps. Déjà, vous rappeler brièvement le contexte environnemental, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez central hein, sur la raison pour laquelle on parle d'empreinte environnementale. Je vous parlerai brièvement de justement tous les procédés qu'on a à disposition pour essayer d'avoir un calcul le plus fiable possible de cette empreinte sur les questions de changement climatique d'une part, mais aussi sur tous les autres indicateurs qu'on a tendance à oublier, donc en particulier l'analyse en cycle de vie. Et puis j'ai essayé autant que possible de donner une application un peu plus directe à la chimie notamment, mais ça vaut aussi donc, pour tous les secteurs, on va dire, un peu plus ingénierie et scientifiques. Mais avant ça, je voulais commencer par me présenter. Donc Sophie m'a décrit en quelques mots. Donc ça, c'est moi. Moi, j'ai fait plutôt une petite prépa pour intégrer dans un premier temps, il y a de ça quelques années, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis sorti d'école. J'ai intégré l'Institut d'optique et puis j'ai ensuite j'ai eu la chance de faire en double diplôme l'ESPCI. Et puis chemin faisant, j'ai continué mon parcours académique puisque je suis allé faire une thèse de doctorat à l'École Polytechnique au laboratoire d'optique et de biosciences, hein. C'est là où j'ai mis en application un peu les éléments d'optique que j'avais pu apprendre à l'Institut d'optique, plus on va dire toutes les disciplines transverses qu'on nous enseigne plutôt à l'ESPCI. Et puis, à l'issue de ça, je suis assez frappé par les enjeux écologiques. C'est vraiment un moment où on a une espèce de scission entre ce que nous dit la communauté scientifique et ce que le grand public était un peu prêt à accepter à ce stade-là. Et donc, c'est ainsi qu'on a créé, avec un de mes meilleurs amis et associés, qui lui aussi a fait une thèse de doctorat, en 2019, le projet Celsius, qui aujourd'hui est un cabinet d'expertise environnementale hein, sur les sujets du changement climatique. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu apparaître les doubles flèches. Il s'avère qu'aujourd'hui, maintenant, j'enseigne dans ces trois écoles le changement climatique en particulier, mais j'y reviendrai dans quelques instants puisque ça fait aussi partie d'une partie de mon pédigré. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, hein, mon métier, c'est d'être dirigeant du projet Celsius. J'ai, on va dire, deux grandes typologies d'activités. La première, c'est de faire de l'enseignement à l'ESPCI, entre autres, pour essayer de parler changement climatique et essayer d'enseigner ces éléments de quantification d'empreinte environnementale. Mais je fais par ailleurs du conseil, c'est-à-dire que je vais accompagner tout un tas d'établissements, aussi des établissements de recherche comme l'Institut Pasteur ou l'Institut Curie notamment, à calculer leur empreinte carbone par le biais du bilan carbone et aussi à essayer de créer des trajectoires de décarbonation qui sont cohérentes avec ce que sont les objectifs étatiques. Mais ça, j'en reparlerai un petit peu dans la troisième partie de la présentation. Voilà, je m'appesantis pas là-dessus, je pourrais vous donner des ressources si vous le souhaitez un peu plus tard. Et puis je crois qu'on aura un temps d'échange. Donc là, je vais parler pendant une petite heure, disons. Je compte aussi sur vous pour me répondre dans le chat, puisque j'aurai des éléments on va dire d'échange, avec quelques petits jeux et quiz. Mais on aura un petit moment à la fin pour pouvoir échanger si vous le souhaitez. Euh, je voulais débuter, avant même d'aller sur le contexte environnemental, avec trois petits exemples qui, moi, m'ont beaucoup frappé au cours des récentes années sur l'idée que le changement climatique est en train de devenir un sujet très important aussi pour les ingénieurs. Et le premier que j'aime bien aborder, c'est celui-ci. Alors, il s'avère que je suis donc formateur au bilan carbone et dans l'une de mes formations, j'ai eu la chance d'avoir la responsable RSE, donc climat de la station de ski Val d'Isère, à qui j'ai posé une question qui était assez candide à l'époque. Je lui ai demandé, mais est-ce que c'est important pour vous le changement climatique? Et à elle de me répondre, en fait, on n'a plus de neige, on est une station de ski dont l'activité est basée sur le fait que les gens viennent faire du ski. On a des restaurants, des hôtels, etc. Et nous, on n'a plus de neige, quoi, tout simplement. Donc il y a vraiment un véritable enjeu d'atténuation pour les gens qui sont directement au contact des effets du changement climatique, mais aussi un enjeu d'adaptation. En l'occurrence, pour eux, ça se matérialise sous la forme d'essayer d'aller vers des stations 4 saisons, c'est-à-dire peut-être d'essayer de faire que la station de ski puisse aussi fonctionner en été. Ça, c'était un premier exemple. Un deuxième exemple, qui est un peu plus opérationnel, je dirais. J'ai eu la chance d'aller voir des transporteurs l'année dernière, donc une centaine de transporteurs du fret routier, pour aller leur expliquer que le changement climatique allait un peu rebattre les cartes pour eux aussi au plan réglementaire, puisque au plan européen, il y a une obligation, une interdiction plutôt, d'achat de véhicules thermiques à horizon 2035. Donc quand vous êtes un transporteur, c'est quelque chose qui rebat assez franchement les cartes pour vous. Et vous imaginez bien que quand on parle de changement climatique à ces acteurs-là, c'est pas forcément le sujet qui leur plaît le plus. Pourtant, 6 mois après mon intervention, quand je suis revenu faire un peu un état des lieux, il s'avère que beaucoup d'entre eux avaient pris le pari d'aller vers des véhicules électriques, de décarboner leur chaîne de valeur,
parce que quand vous travaillez pour des géants de l'industrie, de la grande distribution, qui eux-mêmes doivent essayer de décarboner, alors tous ceux qui sont sur la chaîne logistique et de valeur doivent aussi proposer des solutions de décarbonation et commencent à présenter un avantage compétitif. Et donc, ceux qui avaient déjà amorcé une transition décrocher des contrats que ceux qui ne l'avaient pas fait avaient plus de mal à obtenir, quoi. Donc ça, c'est un second exemple. Et de manière peut-être un petit peu plus directe avec les activités scientifiques. Comme je vous le disais, j'accompagne l'Institut Pasteur notamment pour la définition de leur trajectoire de décarbonation et leur bilan carbone. C'est quelque chose qui est émergé de la part des pasteuriens, donc ceux qui travaillent là-bas, notamment parce que les chercheurs commençaient à mener un peu la fronde en interne. Et il s'avère que 2 ans plus tard, c'est un travail qui a été pris de manière assez sérieuse par l'administration de l'Institut Pasteur, à tel point que dans le récent, le récent rapport annuel de 2023, l'Institut Pasteur a intégré au deuxième rang, au premier rang, pardon. Ici, c'est ce que vous pouvez lire, le changement climatique, l'avenir de la préparation aux pandémies dans un contexte en évolution rapide avec le changement climatique et les maladies sensibles au climat. Donc c'est devenu vraiment un enjeu saillant aussi pour un institut comme l'Institut Pasteur. Donc ça montre bien aussi à quel point c'est un enjeu qui est en train de devenir prégnant, même pour des établissements de pointe au plan scientifique. Donc ça, c'est pour aller un peu plus loin sur ce que moi j'ai pu constater. Il s'avère que ça bouge aussi beaucoup dans les écoles d'ingénieurs. Donc là, ce que vous pouvez voir à gauche, c'est moi pendant le cours à l'ESPCI. Donc je peux vous dire que quand J'avais entendu, on je a crois que j'ai pas commencé pris à... les Pardon, j'ai catégories un micro militaires, vous qui me est, présentez quand même un petit peu avant. Donc, Jean-Louis j'ai un micro Degardé, qui est allumé. donc, je suis inspecteur de physique chimie. S'il vous plaît, vous pouvez Et je couper votre suis micro? Merci beaucoup. Et donc, je peux vous dire aussi que, en l'espace de quelques années, le changement climatique est un sujet qui est vraiment bien traité en école d'ingénieur. Alors, ça dépend beaucoup des écoles, hein. Mais moi, quand j'ai commencé à exercer, c'était un sujet qui était, sans être passé sous silence, c'était un sujet qu'on n'abordait pas ou peu. Et maintenant, je peux vous dire que c'est un sujet qui est assez central à l'ESPCI. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai un cours qui maintenant mobilise 6 heures de plénière et 9 heures de TD. C'est le cas aussi à l'Institut d'optique où on a maintenant une semaine entière dédiée au changement climatique et à ses effets. Et puis, comme vous pouvez le voir, moi, j'interviens aussi à l'école polytechnique. Alors là, c'est pour les écoles doctorales, c'est-à-dire la formation obligatoire des doctorants qui, pour l'obtention du diplôme de doctorat, doivent passer par une formation au changement climatique. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que les choses sont en train d'évoluer vraiment en faveur de la considération de ces enjeux. Et c'est ce que je vous montrerai aussi dans un dernier temps. C'est une préoccupation qui devient assez centrale aussi pour les étudiants et étudiantes qui sont, pour certains, très mobilisés par les enjeux. Alors, je vais rentrer maintenant dans la première partie, c'est-à-dire l'introduction à la crise environnementale, et c'est là où j'aurai besoin de vous. Et je voulais commencer par un tout petit jeu. Alors, je vous invite à donner votre réponse dans le chat. Je le regarde là, je viens de l'ouvrir à l'instant. Je vous propose de regarder ces deux images, donc de faire un petit jeu des 7 différences. Alors, à l'exception près que là, il y a une seule différence entre les deux images que vous voyez à droite et à gauche. Et là, vous voyez que sur ces deux bulletins météo, donc ici TF1 et ici BFM TV, on a des températures qui sont caniculaires, donc de l'ordre de 40 degrés un peu partout sur le territoire, ici 43 degrés à Nîmes. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une différence fondamentale qui existe entre ces deux images. Alors, est-ce que, à votre avis, la différence la plus importante entre ces deux images, c'est que ces météos ont été présentés le même jour? Est-ce qu'à votre avis, la météo de gauche est fictive? Est-ce que les météos ont été filmés à 10 ans d'écart? Ou est-ce que celle de droite est erronée? Donc, je vous invite à me répondre dans le chat pour avoir un espèce de petit sondage en temps réel. Alors, Manon nous dit le même jour, Aurore aussi, le même jour. Ouais, j'attends quelques réponses supplémentaires. Donc, globalement, là, la réponse qui se dégage, c'est que les météos ont été présentés le même jour ou il y a 10 ans. Ok. Bon, je vais vous donner la réponse, hein. Merci pour votre participation. Voilà, on a lancé la machine. Il s'avère, de manière assez surprenante, que la bonne réponse est que la météo de gauche est en fait fictive. Donc ce que vous avez sur l'image de gauche, ça a été une météo fictive pessimiste, telle que présentée sur Météo France en 2014, en partenariat avec Météo France, oui, sur TF1 en partenariat avec Météo France, pour nous dire, regardez comme le changement climatique sera horrible à horizon 2050.
Et ce que vous avez à droite, c'est la réalité, telle qu'elle s'est produite en juin 2022, c'est-à-dire 3 mois plus tôt dans la saison et 30 ans plus tôt dans la temporalité annoncée par les scientifiques. Et ça, c'est l'un des exemples du changement climatique, la hausse de température, seulement plus 1 degré de réchauffement par rapport au niveau pré-industriel, c'est-à-dire 1850. Et là, ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'on a pu avoir une prévision actualisée. Euh, Vous connaissez un petit peu le milieu académique et scientifique. Les chercheurs ont tendance à être plutôt conservateurs sur les projections. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que sur ces prévisions actualisées de 2022 à horizon août 2050, on a des températures qui sont même plus caniculaires, 48 degrés à Nîmes, alors 37 degrés à Brest. Je suis pas breton, moi je suis picard, mais 40 degrés à Amiens, est quelque chose que j'ai pas vu si fréquemment que ça. Donc quand vous exposez des industriels, des gens qui travaillent par exemple dans le fret ou dans le BTP, et que vous leur montrez qu'ils pourraient faire 48 degrés à horizon 2050, c'est-à-dire on est aussi loin de 2050 qu'on est de 2000, et ben, ça rebat assez franchement les cartes et il y a vraiment un péril à la fois d'entreprise, institutionnelle et même de qualité de vie tout simplement. Donc ça, c'est l'un des exemples. Et ce qui est un peu compliqué avec le changement climatique, c'est qu'il est assez difficile de se représenter la hausse de température, tant, on va dire, la hausse est ténue, c'est de l'ordre de quelques dixièmes de degrés par décennie. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est la représentation la plus élégante dont on dispose, qui s'appelle en français les bandes de réchauffement, en anglais les warming stripes. Donc là, je vous ai ici mis ce graphique. Chaque barre correspond au delta de température par rapport à une référence qui a été prise dans les années 90. Donc quand c'est bleu, c'est plus froid, et quand c'est rouge, c'est plus chaud. Et je vous ai aussi apposé quelques petits éléments de contexte. Et ce qu'on constate, c'est vraiment cette hausse assez franche de température, de l'ordre de plus 1,2 degrés depuis les niveaux pré-industriels. Et puis, ce que vous pouvez constater, c'est que la découverte scientifique a plutôt lieu aux alentours des années 1960, ça je pourrais y revenir dans quelques instants, et que la preuve formelle d'un réchauffement par le GIEC survient plutôt dans les années 90, et la preuve à nouveau formelle que le réchauffement climatique est majoritairement dû à l'homme, c'est-à-dire que c'est un réchauffement d'origine anthropique, c'est au tout début des années 2000. Voilà. Donc la prise de conscience scientifique est assez ancienne, elle a plus de 60 ans maintenant. La prise de conscience de la responsabilité, elle, est un peu plus récente, et plus récent encore, 2015, les États, pardon, s'accordent à limiter la hausse de température à plus de degrés d'ici 2100. Bah, ça, c'est l'accord de Paris, et ça survient de manière très récente, en 2015. Je voulais simplement revenir aussi sur un détail. Enfin, un détail qui n'est pas vraiment un détail. Je vous disais que la prise de conscience scientifique, c'est les années 60. Ça a été initié par ce monsieur qui est décédé il y a de ça 2 ans, qui s'appelle Claude Lorius. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a une jolie histoire associée à la découverte du lien entre la hausse de température et les émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si dans le chat, certains ou certaines d'entre vous savent de quoi il s'agit. C'est une petite histoire, enfin, c'est la petite histoire dans la grande, que je peux me permettre de vous raconter très brièvement, parce qu'elle a aussi fait l'objet d'un film qui s'appelle La glace et le ciel. Donc Claude Lorius, raconte-t-on, a été en hivernage, donc en Antarctique, pour faire des expériences sur le climat. Et un soir, paraît-il qu'il est avec des collègues et il prend un verre de whisky, voilà, pour faire une petite pause le soir. Et il aurait pris un peu de glace au sol qu'il aurait mis dans son verre de whisky. Et on raconte que des petites bulles d'air se sont échappées de cette glace. Et là, Claude Lorius aurait dit Eureka, les bulles qui s'échappent de la glace ont été piégées au moment de la formation de cette glace. Et quand vous êtes en Antarctique, vous avez en fait une succession de couches qui sont des témoins des époques révolues. Et en venant faire enfin de très longues carottes de glace profondément en Antarctique, vous pouvez Ok. remonter en analysant la composition atomique Je de peux ces pas le bulles mettre d'air. sur le... C'est Ah, normal de j'entends couper à l'écran. nouveau. Maintenant, toutes les glaces. Comme ça, je peux le mettre aussi. Excusez-moi, voilà, parfait, merci. Vous pouvez remonter à la concentration en CO2 dans l'atmosphère et la température associée sur une période de quasiment 1 million d'années, quoi. Donc c'est ce que vous avez ici. C'est issu des expériences de Lorius. Vous pouvez voir qu'on a un suivi assez précis de la concentration en CO2 en ppm depuis 1 million d'années. Et puis ce qui est assez surprenant, c'est que la concentration est assez stable, entre 200 et 250 ppm pendant ce million d'années. Et puis on est ici en 1980, 290 ppm. Et paf, là c'est l'avènement de la révolution industrielle, les énergies fossiles et tout ce qui s'ensuit.
et on vient quasiment doubler la concentration de CO dans l'atmosphère en l'espace de quelques décennies. Et le petit souci, vous le savez maintenant, c'est que vous avez la hausse de température associée. Attendez, je lis le chat. Oui, la hausse de température associée qui aujourd'hui s'élève déjà à 1,2 degrés, voire même plus pour certaines régions géographiques. Voilà. Alors, je me permets de vous donner la solution, hein. Comment est-ce qu'on règle le problème du changement climatique, du dérèglement climatique? Bah, c'est assez simple, hein. C'est majoritairement dû à l'effet de serre, et l'effet de serre est induit par les gaz à effet de serre. En particulier, le plus célèbre d'entre eux et le plus important en volume, qui est le CO2. Et c'est ce que vous voyez ici. Alors, si on souhaite si on souhaite, pardon, tenir les exigences internationaux, en particulier celui de l'accord de Paris, il faudrait réduire d'environ 2% par an nos émissions de gaz à effet de serre. Il s'avère que ce que vous avez sous les yeux, c'est la courbe des émissions depuis la révolution industrielle. Et vous constatez qu'elle est en hausse permanente depuis qu'on commence à consommer des énergies fossiles. Alors, je crois que je vous ai dit 2%. Non, la réalité, c'est qu'il faudrait réduire d'environ 5 à 6%. 2%, c'est la hausse qu'on constate actuellement. Et il s'avère qu'on a déjà réussi à réduire d'environ 5 à 6% les émissions de gaz à effet de serre à des périodes historiques bien précises. Alors, je vous mets les dates et je suis intéressé dans le chat pour que vous me donniez, à votre avis, à quoi correspondent les moments dans l'histoire où on a réussi à faire infléchir les émissions d'environ allez, 5 à 6%. Donc, on a 31, 76, 80, 2009 et 2020. Donc là, j'ai le confinement, les crises, oui, tout à fait, hein. Donc 76, choc pétrolier, tout à fait. Bah, c'est le cas aussi pour 82. 31, la crise de 29. 2009, la crise des subprimes. Et 2020, effectivement, c'est le confinement, le Covid. Donc vous constatez quelque chose d'assez saisissant ici, c'est que on a déjà réussi à faire baisser les émissions de l'ordre de grandeur suffisant, hein, pour tenir l'accord de Paris. Ceci dit, c'est toujours un peu lié à des situations de crise. Et vous le voyez, hein, le Covid, qui était quand même une situation assez contrainte, hein, pour les sociétés, on a réussi à faire baisser que de 5 à 6%, qui est l'objectif qu'on est censé tenir chaque année. Alors on y reviendra, hein, mais il s'avère que le Covid, ça a été, on va dire, une réduction des émissions subies. On peut faire beaucoup mieux, et c'est tout l'objectif de mesurer l'impact, c'est réussir à faire infléchir les émissions sans altérer le fonctionnement des sociétés, des organisations, ou peu importe, hein, des industries. Voilà. C'est un peu ça le concept sous-jacent. Alors pour converger gentiment vers la suite et les résultats, on va dire un peu plus analyse d'un cycle de vie, je me permets de vous rappeler ce que sont les protagonistes de l'effet de serre. Alors vous les connaissez sans doute, hein, c'est pas à vous que je vais apprendre ce genre de choses. On a d'abord le dioxyde de carbone, qui est issu majoritairement de la combustion de donc, tous les hydrocarbures. On a le méthane, qui lui est un gaz qui a le mauvais goût d'être beaucoup plus réchauffant encore que le dioxyde de carbone. Hein, on parle de son potentiel de réchauffement global qui est de l'ordre de 28 fois, enfin de 28, pardon, ça signifie que sur une durée de 100 ans, il va réchauffer à peu près 28 fois plus que le CO2. Et on a enfin le protoxyde d'azote qui, lui, majoritairement provient de l'épandage d'engrais azotés qui va avoir un pouvoir de réchauffement global de quasiment 300 fois. En fait, tous les gaz ne sont pas logés à la même enseigne. Et c'est pour ça que dans la quantification environnementale, en particulier des effets sur le changement climatique, on va tout quantifier en CO2 équivalent. Voilà. Et donc, bon, je ne rentre pas dans le détail, on pourrait préciser si vous le souhaitez, je pourrais le faire lors des questions, mais ben, tous les gaz à effet de serre ont un pouvoir de réchauffement global de valeurs différentes. En particulier, vous connaissez aussi les gaz de clim qui, eux, peuvent avoir des PRG extrêmement importants, de l'ordre de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers. Mais quand on met tout ça sous l'unité commune qui est le CO2 équivalent, eh ben, on constate tout de même que c'est le CO2, hein, qui domine, puisqu'il est responsable à 75% des émissions de CO2, même quand on les convertit, hein, même quand on convertit le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés, qui, eux, pourraient présenter un PRG beaucoup plus important. Donc c'est vraiment lui l'ennemi public numéro un qu'on essaye de faire infléchir. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Euh, pour terminer cette partie, je reviens sur un sujet que j'ai déjà abordé, qui est la fameuse COP21. Donc la COP 21 qui s'est déroulée à Paris en 2015, c'est la première fois que les États se sont décidés à fixer un seuil de hausse de réchauffement de la température globale
à ne pas dépasser et on l'a fixé à plus 2 degrés d'ici la fin du siècle. La question que j'ai pour vous, c'est que si on convertit cette limite de plus 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport au niveau pré-industriel, à combien ça correspond en termes de budget CO2 par personne et par an? Est-ce que vous avez ce chiffre en gros? Quelle est la quantité de CO2 équivalent qu'on a le droit d'émettre si on souhaite rester sous cette barrière symbolique des 2 degrés? Alors j'ai Sylvie qui nous dit 2 tonnes, Manon 2 tonnes, 2 tonnes, 5 tonnes pour Audrey. Bon, je crois que la réponse majoritaire est 2 tonnes et à juste titre, vous avez raison. Et là où le bas blesse, donc ça serait vraiment l'objectif hein, qu'il faudrait atteindre à horizon 2050. Et là, ce que je vous montre, sous vos yeux, vous avez la répartition de l'empreinte carbone moyenne en France, alors en 2021, mais ça n'a pas beaucoup évolué depuis, peut-être légèrement à la baisse, qui est aujourd'hui de 10 tonnes. Ça signifie qu'un Français aujourd'hui dépasse d'un facteur 5 les émissions qu'on est censé tenir à horizon 2050. Il y a peut-être quelques éléments qui vous choquent, c'est que si vous regardez simplement l'utilisation de la voiture en France, on est déjà au-delà des 2 tonnes. Peut-être quelque chose qui vous choque à nouveau, c'est qu'on parle régulièrement de l'avion comme étant un élément très important en termes d'empreinte carbone, et pourtant ici, ça n'est que 420 kilos. Je ne sais pas si dans le chat vous avez une explication au fait que l'avion n'est que 420 kilos de CO2 équivalent sur l'empreinte carbone moyenne d'un Français, ou d'une Française d'ailleurs. Oui, Sylvie a tapé dans le mille, c'est que tout le monde ne prend pas l'avion. Un ordre de grandeur intéressant, c'est que 1% des gens émettent à peu près 50% des gaz à effet de serre du secteur de l'aéronautique, hein. Donc c'est un usage qui est très hétérogène et très inégal. Et ça fait quand même un quart du quota possible, c'est vrai. Alors sachez que pour un vol transatlantique, on est plutôt déjà hein, sur plusieurs tonnes, donc on va déjà exploser le budget carbone juste sur un simple vol, par exemple Paris-Los Angeles. Et dernier élément hein, qui devrait attirer votre attention, c'est que vous avez dépenses publiques à 1,3 tonne. Est-ce que vous auriez une idée de à quoi ça correspond, cette partie de dépenses publiques? Alors, je vois les achats, les photocopies. Ouais, pourquoi pas. Alors, effectivement, donc, la partie dépenses publiques, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est que dès lors que vous êtes citoyen ou citoyenne français ou française, bah, vous avez le droit à un certain nombre de services, hein, comme l'enseignement, comme les infrastructures, la santé, l'administration, tout ce que vous voulez. Et quand on calcule l'empreinte carbone de ces services publics et qu'on proratise par français, eh ben, on a déjà 1,3 tonne sur son budget. Donc je suis en train de vous dire que l'objectif à tenir est de 2 tonnes, quand en réalité ici, même sans rien faire, c'est-à-dire que vous vous levez un beau matin du 1er janvier et vous ne faites rien pendant un an, vous avez déjà 1,3 tonne sur votre budget. C'est un petit peu cynique, mais aujourd'hui, atteindre l'objectif des 2 tonnes, c'est pour ainsi dire impossible. Quand je fais des calculs d'empreinte carbone auprès des étudiants et étudiantes, qui sont plutôt frugaux hein, par essence, eh ben, les meilleurs sont aux alentours de 4 à 5 tonnes, parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on est au plan sociétal ne nous permet pas de descendre aux fameux 2 tonnes. Et c'est un peu tout l'objet du calcul d'empreinte environnementale, c'est de réussir à faire baisser les émissions de manière systémique pour qu'on puisse réussir à arriver sous le budget carbone cible des 2 tonnes, quoi. Voilà. Allez, je vous fais un dernier petit jeu pour vous montrer aussi l'utilité de l'ingénieur dans le cadre de la quantification d'émissions de gaz à effet de serre. Là, je vous propose 4 actions qui sont de nature assez variée, hein. Donc, vous avez regardé Netflix pendant 7 heures, vous avez acheté 2 kilos de tomates hors saison, vous avez prendre l'avion aller-retour Paris-Los Angeles et manger 300 grammes d'agneau. Et la question que je vous pose ici, c'est, à votre avis, quel va être l'ordre des émissions par ordre croissant? Est-ce que dans le chat, vous pouvez essayer de me proposer des réponses en me disant par exemple 2 3 4 1 2 3 4 enfin bref, essayez de me donner votre proposition sur ce que sont les gestes les moins émetteurs vers le plus émetteur. Alors, j'ai déjà quelques réponses. Merci pour votre participation. Égalité pour Yasmine. Alors, j'ai beaucoup de choses, hein. 4-1-3-2, 3-1-4-2, 3-1. Alors, vous commencez par le plus émetteur, c'est ça?
4, 1, 3, 2. Bon, écoutez, comme les réponses sont très hétérogènes, je vais me permettre de vous donner la solution. Donc, du moins émetteur au plus émetteur, vous allez voir que les ordres de grandeur peuvent être radicalement différents. Alors, si on commence, regarder Netflix pendant 7 heures, ça n'est que 0,3 kg de CO2 équivalent. Acheter des tomates, 2 kilos de tomates, c'est 4 kg de CO2 équivalent. Ça serait à peu près 1 kg pour une tomate de saison. Je vous donnerai la ressource dans quelques instants. Pour le Paris-Los Angeles en avion, là, on explose les compteurs avec 3 tonnes de CO2 équivalent. Donc, on est déjà au-delà du budget prévu pour l'accord de Paris. Et enfin, manger 300 grammes d'agneau, ça serait déjà 15 kilos de CO2 équivalent. Alors, vous voyez un peu le bénéfice et, j'allais dire presque un peu le caractère étrange de la mesure d'impact environnemental, c'est qu'on peut quantifier des choses qui, a priori, sont pas comparables entre regarder Netflix et manger de l'agneau. A priori, c'est pas les mêmes usages, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez gérer votre budget carbone comme bon vous semble dans le cadre du budget total de 2 tonnes qui vous est fourni. Donc, c'est un peu la conclusion, et c'est pour ça que je vais aller vers la partie un peu plus technique maintenant d'analyse en cycle de vie, c'est que connaître les ordres de grandeur, ça change tout et ça permet vraiment d'éclairer les décisions, et c'est précisément tout l'objectif du bilan carbone et de l'analyse en cycle de vie. Ouais. Ah oui, si, avant d'aller vers la partie un peu plus technique, je voulais conclure avec ce graphique-là parce que il y a souvent une réflexion qui m'est faite, c'est que on demande aux gens de réduire leurs émissions en mangeant moins de viande, en prenant moins l'avion, etc., etc. Mais est-ce que c'est vraiment la faute ou la responsabilité de l'individu que de décarboner? Eh ben, c'est ce que vous avez sous les yeux. C'est un graphique qui nous provient d'un rapport de Carbone 4 qui s'appelle Faire sa part, qui vous explique comment on part des 9 à 10 tonnes pour arriver aux 2 tonnes, selon trois leviers de décarbonation. Alors, comment est calculé Netflix depuis la source? Je pourrais vous donner toutes les ressources si vous voulez, on pourra en discuter tout à l'heure. Là, en l'occurrence, Netflix, c'est les data centers, les réseaux et les terminaux. Donc, les trois sont intégrés. On- Donc, ici, on a d'une part les changements héroïques des comportements individuels. C'est-à-dire, si vous et moi et tout le monde, on décide d'être les meilleurs écolos de la Terre, on va réussir à faire baisser au maximum de 25% ces émissions pour arriver jusqu'à la cible. On a ensuite les investissements des ménages, qui là, à nouveau, relèvent plutôt de la responsabilité des individus, c'est-à-dire rénovation thermique, changement de chaudière et aller vers une voiture électrique qui, en moyenne, permet de réduire d'environ d'un facteur 2 à 3 les émissions de gaz à effet de serre au roulage, enfin sur le cycle de vie. Et enfin, le plus important, c'est la transformation systémique, c'est-à-dire la décarbonation des différents secteurs d'activité, de l'industrie, de l'agriculture, du fret de marchandises, de tout ce que vous voulez, des services publics. Ce qui fait que si vous arrivez à décarboner le fret routier, l'agriculture, l'énergie, etc., quand vous allez acheter quelque chose au supermarché, eh ben, l'empreinte carbone associée pourrait être beaucoup moins importante parce que vous aurez travaillé la décarbonation systémique. Ça, c'est vraiment le levier le plus important. Et quand la partie de gauche revient à l'individu, la partie de droite est véritablement un travail d'ingénieur à 100%, quoi. Et c'est ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, nous, les étudiants qu'on a en école, s'orientent vers, alors pas pour tous évidemment, mais pour certains et certaines, vers des jobs de décarbonation pour essayer d'aller trouver des leviers de réduction là où ils se trouvent, quoi, dans les différents secteurs d'activité, en particulier la chimie, mais d'autres aussi, bien évidemment. Donc j'arrive à la phase 2 de cette présentation. Donc, pour mesurer l'impact, on utilise des méthodes assez variées. Donc vous connaissez peut-être le bilan carbone. Mais pour un produit ou un service, la méthode qu'on utilise plus généralement, que je vais vous présenter de manière assez succincte, c'est l'analyse en cycle de vie. J'en profite pour vous dire que si vous le souhaitez, je pourrais vous donner toute une page de ressources si vous souhaitez aller creuser ce sujet-là et avoir des ressources pédagogiques, ça pourrait vous être utile. Et la question que je vous pose ici, à nouveau, je fais appel au chat, euh, comment on pourrait faire pour essayer d'estimer l'impact environnemental de ces gants en vue d'essayer de les réduire? Voilà. Est-ce que vous auriez une idée ou une suggestion? Alors, j'attends vos suggestions, vos réponses. Alors, vous prenez en compte le tannage, effectivement. Alors là, je vois le recyclage. Oui, c'est une solution pour essayer de réduire, ça c'est vrai. Mais là, je parle plutôt vraiment de la partie quantification. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous voudriez intégrer pour la quantification de cet impact environnemental?
D'où vient la matière première, la masse, ok. Le coût de la production, du transport. Tout à fait. Là, on commence effectivement à voir se dégager une méthode qui est précisément celle de l'analyse en cycle de vie. Donc, si je prends mon gant, en fait, vous avez raison, ce qu'on doit essayer de voir, c'est l'impact de ce gant à toutes les étapes de sa chaîne de valeur. Donc là, si je le fais succinctement pour un exemple qui est celui-ci, ben, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'extraction des matières premières. En l'occurrence, pour un gant en cuir, ça provient des animaux. Donc on doit intégrer toute la phase de fabrication, donc l'élevage des animaux jusqu'à ce qu'ils soient abattus. Vous avez ensuite la partie fabrication. Alors entre-temps, il y aura l'acheminement, donc les peaux sont tannées, puis découpées et façonnées en gants. Vous avez ensuite la distribution, c'est-à-dire que là, le produit va aller de son lieu de production jusqu'à, ben, par exemple, un client, un détaillant ou peu importe. Donc là, ça va être le fret, ça peut être par bateau, par camion ou par avion, par exemple. Vous avez l'utilisation. Dans le cas d'un gant, c'est pas saillant parce qu'un gant, ça n'utilise pas d'énergie, mais si c'était un téléphone, par exemple, il faudrait aussi intégrer l'utilisation énergétique de votre produit. Et enfin, la fin de vie. Donc l'utilisateur va jeter son gant ou son produit. Et ça aussi, il faut l'intégrer parce que dépendamment de ce que vous choisissez de faire de votre produit, si vous le recyclez, vous l'incinérez ou vous le stockez, eh ben, les impacts vont pas être les mêmes. Et ben, ça, c'est précisément la logique de l'analyse en cycle de vie. On va étudier les impacts sur toute la chaîne de valeur d'un produit ou d'un service, hein, peu importe. Ça peut être un gant, ça peut être un téléphone, ça peut être un produit chimique, ça peut être quelque chose de beaucoup plus immatériel, hein. Ça peut être l'analyse en cycle de vie, je sais pas moi, d'une prestation d'assurance, c'est possible. Et l'une des spécificités de l'analyse en cycle de vie, c'est que tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé de changement climatique, mais on va voir dans quelques instants que c'est pas l'unique indicateur, c'est pas l'unique impact environnemental qu'on pourrait considérer. En fait, l'analyse en cycle de vie, c'est vraiment essayer de quantifier ce que sont tous les impacts environnementaux de manière multicritère pour pouvoir arbitrer et essayer de réduire l'impact de votre produit par des méthodes d'éco-conception. Bah, tu me donnes un éclair au chocolat? Hop, si Non, on peut lequel je suis passée sans éteindre. truc. Parfait, merci. Alors, je vous donne un exemple, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît dans la vie quotidienne. Pourtant, alors le cuir est un sous-produit de la viande. C'est une très bonne question, ça, Sylvie. Il s'avère qu'on peut affecter des prorata, en fait. Quand vous avez en fait, une ACV, hein, typiquement sur le cuir, vous pouvez estimer que tant de pourcents a été imputé à la production de viande et tant de pourcents à la production de cuir. C'est des règles d'allocation, en fait, hein, qui nous permettent de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut réduire l'impact environnemental. Ça, c'est une excellente question. Et de plus en plus, donc c'est ce que je voulais vous montrer ici, l'analyse en cycle de vie est quelque chose qui est pris très au sérieux par les industriels. Alors ici, par exemple, le cas plutôt célèbre de l'iPhone, qui réalise maintenant pour chacun des produits l'analyse en cycle de vie de bah, tous leurs produits, en particulier les téléphones. Pourquoi? Bah, parce que comme ça, ils peuvent essayer, alors je ne sais pas s'ils essayent de manière avec beaucoup d'entrain, mais essayer de réduire les impacts. Et vous pouvez ici savoir que si vous choisissez un iPhone 15 Pro à 128 Gbps, ou celui à 256, eh bien, les impacts ne sont pas tout à fait les mêmes, que la répartition est selon la production, le transport, etc., etc., sur ici un simple indicateur qui est le changement climatique, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail, c'est juste pour vous montrer comment on le fait, nous, en pratique, hein. Ça, c'est vraiment le cœur du métier de décarbonation. Pour calculer les émissions de gaz à effet de serre, on a juste besoin de deux éléments. Alors, les deux éléments ne sont pas forcément évidents à les collecter. On a besoin d'une part d'une donnée d'activité, c'est-à-dire ce qui va caractériser votre impact. Typiquement, si c'est du fret, ça peut être le poids transporté sur une certaine distance. Ça peut être, par exemple, la quantité d'un produit chimique. Ça peut être les dépenses d'assurance, de banque ou le nombre d'ordinateurs que vous avez acheté. Et vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle un convertisseur, un facteur d'émission, qui lui va vous permettre de traduire les émissions de gaz, les données d'activité en émissions de gaz à effet de serre. Exemple, en France, on sait que l'électricité émet environ 58 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Alors, il vous suffit d'aller collecter la quantité d'électricité qui a été nécessaire à la production de votre objet, votre produit, votre service, pour pouvoir avoir l'empreinte carbone associée. Alors, je le dis ici, vous verrez que le calcul d'empreinte environnementale, c'est quelque chose qui nécessite de manipuler des ordres de grandeur, parce que les facteurs d'émission ne sont pas toujours très précis, les données d'activité ne sont pas toujours très précises. L'idée, c'est d'avoir une répartition. Si je dois calculer l'empreinte carbone de 2 heures de vidéoprojection en amphi, bah, c'est pas si compliqué que ça. Il me suffit de prendre la consommation, la puissance de mon vidéoprojecteur,
sur 2 heures, à peu près 1,8, enfin précisément 1,8 kWh ici, que je vais multiplier par mon facteur d'émission électricité en France. Et là, je sais que mon vidéoprojecteur aura émis à l'utilisation environ 93 grammes de CO2 équivalent. Et ça vaut aussi pour l'empreinte carbone d'un abonnement téléphonique, hein. Parfois, on a besoin d'utiliser des proxys qui sont un peu détournés. Euh, c'est pas évident de savoir ce qu'est l'empreinte d'un abonnement téléphonique. Ben, qu'est-ce qu'on peut avoir? L'élément dont on dispose le plus simplement, c'est le prix de votre abonnement. Donc on sait que c'est à peu près 16 euros par mois pendant 12 mois, ce qui fait qu'on aura à peu près dépensé 192 euros. Et on a aussi des facteurs d'émission, des services télécoms. Alors ça, je pourrais vous en reparler dans quelques instants. C'est une base française qui s'appelle la base empreinte, où vous avez tout un tas de facteurs d'émission spécifiques sur tout un tas de sujets, de produits, de matériaux, d'éléments de mobilité, etc. Et ici, on sait grâce à ce site, à cette base de données, que c'est 170 kg de CO2 équivalent par kilo euro, pour un total de 32 kg de CO2 équivalent. Alors Jérôme pose la question, et la fabrication de l'objet? Oui, tout à fait, il faudrait ici ajouter la fabrication de l'objet. Il faudrait aller chercher sur la base empreinte un vidéoprojecteur moyen. L'ordre de grandeur, ça serait la centaine de kilos pour la fabrication de l'objet. Donc il faudrait évidemment ajouter ça. Et ici, là, c'est que 2 heures. Il faudrait aussi le faire sur toute la durée de vie d'utilisation du vidéoprojecteur, mais c'est tout à fait pertinent. Il faudrait aussi ajouter la fin de vie pour être parfaitement rigoureux. Ouais. Bon, je vais converger rapidement vers on va dire, on va ouvrir un peu le champ des possibles parce que je vous parle beaucoup de changement climatique, mais je vous ai aussi dit que le changement climatique n'était pas le seul élément d'empreinte environnementale. Et un exemple assez typique, ici sous vos yeux. Est-ce que vous savez me dire à peu près ce qu'est l'empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre d'un kilo d'avocat? Est-ce que vous sauriez me dire un ordre de grandeur? Si je vous dis que tout à l'heure, 1 kilo de tomates hors saison, c'était 4 kilogrammes de CO2 équivalent à peu près. Est-ce que vous auriez un ordre de grandeur? 12 kilos, 30 kilos, 100 kilos, 4 kilos, 6 kilos, 20 kilos. Ok. Eh bien écoutez, aussi surprenant que ça puisse paraître, il s'avère que l'avocat, c'est plutôt bas carbone. Alors, c'est plutôt bas carbone si c'est acheminé en bateau, hein. Et en général, c'est le cas. Alors, s'il est acheminé en avion, c'est tout à fait différent. Mais en fait, ce que vous pouvez constater, c'est que l'avocat est plutôt bas carbone parce que les modes de production sont bas carbone. Par contre, c'est un aliment qui nécessite énormément d'eau pour être produit. Ici, vous avez quasiment 25 mètres cubes d'eau pour 1 kilo d'avocat. Alors qu'à l'inverse, si vous regardez à côté le poulet, hein, qui est de la viande, donc on a tendance à penser que c'est un impact environnemental plus important. Alors oui, hein, c'est 3 fois plus important sur l'empreinte climatique. Par contre, en termes de consommation d'eau, c'est 10 fois moins important. Donc la question que je vous pose, qu'est-ce qui est plus écolo, quoi? Qu'est-ce qui est plus intéressant au plan environnemental? Est-ce que c'est un avocat qui utilise beaucoup d'eau mais qui est peu impactant sur le changement climatique ou c'est un poulet qui est un peu plus sur le changement climatique mais beaucoup moins sur la consommation d'eau? Et bien ça, c'est pas évident d'arbitrer, hein. C'est une affaire de compromis. Et au même titre que vous avez un Nutri-Score, où vous savez que peut-être vous avez un produit qui est très sucré, mais pas du tout salé et très gras, est-ce que c'est mieux que quelque chose qui est pas gras du tout et bien plus salé, et bien plus sucré? Et ben, c'est comme ça qu'on définit une espèce de quantification on va dire de performance environnementale qui pourrait émerger dans les années à venir, hein, d'ailleurs. Alors j'ai une question de Sylvie. On prend en compte les modes de culture élevage. Alors, dans le cas général, oui, mais la base de données que je vais vous montrer dans un instant, elle prend des valeurs moyennes parce que c'est assez difficile de déterminer des facteurs d'émission très spécifiques sur chacune des provenances. Mais si vous faites un travail d'analyse en cycle de vie sur votre produit en particulier, alors oui, tout à fait, on va prendre en compte la culture, l'élevage sur tout le cycle de vie, bien entendu. Donc c'est ce que je vous montre ici. Ça, c'est une ressource pédagogique pour vous, même si vous voulez briller un repas de famille. Il s'avère que je vous parlais de la base empreinte de l'ADEME, qui vous permettait de voir les facteurs d'émission de tous les produits ou services généraux, du fret à l'alimentation, en passant par tout le reste. Et il s'avère qu'on a une base très spécifique en France qui s'appelle Agribalise, qui nous permet de connaître l'impact environnemental de tous les produits de l'alimentation. Alors là, c'est ce que j'ai été chercher ce matin. Vous pouvez aller chercher, hein, sur agribalise.adem.fr. J'ai tapé pizza. Et je suis allé me renseigner sur le fait que la pizza 4 fromages va émettre à peu près 3,63 kg de CO2 équivalent par kilo de produit.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir ce qu'est la répartition par étape du cycle de vie. Ici, on voit que majoritairement, c'est l'amont agricole qui prime. Vous apprendrez par exemple que la consommation, c'est-à-dire vous qui faites chauffer votre pizza, c'est plus important que l'impact de l'emballage, c'est à peu près similaire à celui de la transformation, et que ce qui va peser le plus lourd, ça va être le fromage et le roquefort par exemple. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement précieux pour pouvoir éco-concevoir votre pizza, si vous voulez, en vous disant, ben, peut-être que ma pizza bolognaise, où il y a beaucoup de viande rouge, si j'enlève la partie viande rouge, je vais pouvoir diminuer l'impact d'un facteur 5 ou 10, par exemple. Et plus intéressant encore, sur cette base de données d'ACV, je vous l'avais mentionné tout à l'heure, euh, c'est une base qui est multicritère. Et ça, c'est extrêmement important, puisque vous avez changement climatique, hein, ici, qui sont les émissions de gaz à effet de serre, mais vous avez tout un tas d'autres impacts que je vais vous détailler très brièvement, qui va de la partie particules, eutrophisation des terres, écotoxicité, épuisement de ressources en eau, etc., etc. Alors j'ai une question d'Adrien qui dit, est-ce que le site MyCO2 utilise ces bases de données? Ouais, excellente question. Alors, il s'avère que vous avez des calculateurs d'empreinte carbone, comme par exemple Nos Gestes Climat ou MyCO2. Et oui, MyCO2 va utiliser les bases de données de l'ADEME, en particulier la base empreinte, un peu moins celle d'ACV de manière générale, mais Agribalise est tout à fait intégrée à MyCO2, hein. C'est vraiment le standard français qu'on utilise de manière systématique, quoi. Voilà. Donc ça, vous pouvez vraiment le retrouver sur la partie alimentaire. Donc j'étais aussi en train de vous dire qu'on parlait quand même beaucoup de changement climatique, alors qu'en réalité, on est en plein cœur d'une crise environnementale au sens un peu plus large. Et je ne sais pas si vous connaissez ce concept qui prend de plus en plus de place dans le milieu de la quantification environnementale, qui est le concept de limite planétaire. Donc c'est ce que vous avez sous les yeux. On, on parle beaucoup de la limite planétaire changement climatique, c'est-à-dire à quel point on va intensifier le forçage radiatif par l'ajout de gaz à effet de serre. Mais il s'avère qu'en fait, on a 8 autres limites planétaires qu'on est en train de dépasser. Donc ça, c'est issu de la recherche scientifique. Et ce qui est assez saisissant, c'est que ça, c'était les limites planétaires. Donc vous voyez que si on reste ici, on consomme pas plus, disons, que ce que la planète est capable de nous offrir. Dès lors qu'on en sort, il y a un risque, hein, qui est plus ou moins important selon dire l'intensité. Ça, c'était en 2015. Et en 2023, eh ben, évidemment, tout s'est intensifié. Ça signifie vraiment qu'on est ben, à nouveau en plein cœur d'une crise environnementale extrêmement saillante et que tous les indicateurs que je vous ai présentés précédemment ont leur importance. Alors, pour conclure rapidement sur la partie ACV, je voulais terminer par vous montrer que les impacts que vous avez vus sur Agribalise notamment, c'est des impacts qui reviennent tout le temps parce que c'est un espèce de standard européen qu'on appelle le PEF, le Product Environmental Footprint. Et je vais vous présenter les différents impacts. Alors, je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 16, mais je compte à nouveau sur vous dans le chat pour essayer de me donner vos réponses et essayer de trouver. Alors, je vais vous montrer une image à droite. Et je compte sur vous pour essayer de me dire à quel impact environnemental au sens large ça fait référence. Est-ce que vous êtes prêts? Prêtes? Allez, je vous montre la première image. À quoi correspond ce premier impact? Oui, ozone depletion, effectivement, vous avez tout à fait raison. Donc c'est l'appauvrissement de la couche d'ozone qui est l'un des impacts qui est pris en compte, hein, au-delà du changement climatique. C'est la destruction de la couche d'ozone stratosphérique, hein, par certains gaz, en particulier les CFC. Donc voilà, c'est ce qui protège la Terre des rayons UV. Donc quand elle diminue, les UV passent plus facilement et ça augmente les risques pour la santé humaine. Bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Hop, prochain impact, un peu moins évident celui-ci. Ouais. Ah, ok, là j'ai des. Vous commencez à constater aussi que les impacts sont un peu liés entre eux, hein. Non, ici, celui que je voulais vous faire deviner, c'est effectivement l'acidification. Ben, certains produits vont acidifier les écosystèmes, donc on va augmenter l'acidité des sols et des milieux aquatiques, et bien entendu, bah, ça fragilise les forêts, les lacs, les sols agricoles, et ça peut vraiment avoir un préjudice très important sur la biodiversité, mais là, ce que vous avez écrit, land use, freshwater, etc.,
c'était évidemment des éléments qui sont tout à fait connexes. Mais là, en l'occurrence, c'était de l'acidification. Allez, celui-ci, peut-être un petit peu plus simple, celui-ci, je dirais. Les cancers, ouais, et là, les rayonnements ionisants, effectivement. Donc ça, c'est les rayonnements ionisants. Donc ça, c'est certaines substances chimiques vont avoir un risque de cancer chez l'humain via l'air, l'eau ou les aliments. Donc ça, c'est aussi un enjeu majeur. C'est quand même très intéressant de pouvoir le quantifier dans l'analyse en cycle de vie. Allez, peut-être un dernier, je crois que j'en ai encore deux. Celui-ci, particules fines, pas exactement particules fines, aérosol, global warming. Ah là, c'est plus segmenté, là. Alors, j'ai eu une bonne réponse. Ouais, je vous donne la réponse. C'est pas le plus simple, hein, celui-ci. Là, c'est la formation de zones troposphériques. Donc, c'est des phénomènes assez typiques dans les villes, notamment. Donc, c'est la formation d'ozone au niveau du sol, hein, sous l'effet du soleil, à partir de polluants urbains comme les NOx, par exemple. Et contrairement à l'ozone protecteur, voilà, c'est le smog, hein, de la haute atmosphère, celui-ci il est toxique pour la santé humaine, notamment, enfin, les causes peuvent être les irritations, l'asthme, etc. Et pour les plantes. Donc, à nouveau, c'est un autre impact, hein. Allez, j'en avais un dernier avant d'arriver à la conclusion. Celui-ci, Sylvie nous dit l'eutrophisation. Ouais, acidification des océans. Moi, je vais vous donner la réponse, hein. Effectivement, ici, on est sur tous les procédés d'eutrophisation, c'est-à-dire que c'est de manière assez surprenante, hein, la surcharge en nutriments, donc en azote et en phosphore dans les sols et dans les eaux. C'est souvent très lié à l'agriculture, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'on ajoute dans les champs et qui vont venir vraiment densifier en nutriments. Et en fait, ça peut venir étouffer les écosystèmes aquatiques. Ici, c'est la partie marine et en l'occurrence, la asphyxier à tous les poissons. Donc, à nouveau, hein, réussir à pouvoir quantifier ces impacts-là, c'est crucial pour pouvoir voir tous les dommages collatéraux qu'on peut produire en mettant sur le marché un produit chimique, peu importe. Allez, et je termine sur le dernier. Évidemment, ici, c'est le changement climatique. Donc, c'était aussi pour vous dire qu'on focalise beaucoup d'attention sur le changement climatique. Et je veux dire, c'est pas complètement délirant parce que c'est l'un des problèmes les plus prégnants. L'un des bénéfices de la quantification en ACV, c'est de pouvoir voir les effets sur tous les autres impacts environnementaux et réussir à arbitrer pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'il y a un bénéfice à réduire tel ou tel impact. Et c'est ce que je vous racontais. Et je vais conclure là-dessus sur la partie ACV. C'est ainsi qu'on a défini ce qu'on appelle le score PEF. Donc là, vous avez les différents impacts qu'on a pu voir ensemble. Il y en a d'autres, hein, on n'a pas pu rentrer dans le détail, mais à nouveau, je vous donnerai une ressource, enfin des ressources en fin de présentation. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce PEF, on peut construire une pondération. Donc tout ce que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle les Midpoint Impact Categories et qu'on peut scinder en grandes catégories d'impact et à la fin obtenir un score. Et c'est comme ça que vous avez, in fine, un score qui sera calculé en points ou en midi-points pour vous dire que ben, ce produit ou ce service, il va avoir un impact peu important, moyennement important ou très important en pondérant de manière assez éclairée, disons, tous les différents impacts que vous avez vus jusque-là, quoi. Donc ça, c'est vraiment la méthodologie PEF. Il en existe d'autres. C'était pour vous dire que c'est comme ça qu'on procède de manière générale pour réussir à avoir un score final unique. Voilà. Bon, il me reste quelques minutes. Je vais terminer par essayer d'aborder la partie comment est-ce que ça se traduit de manière plus opérationnelle dans le monde de la chimie, de manière plus générale dans le monde de l'ingénieur. Je voulais rappeler quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on ne travaille pas dans le secteur, mais que donc vous vous rappelez qu'il y a l'accord de Paris qui définit une espèce de limite fondamentale de 2 tonnes par personne et par an à horizon 2050. Et en France, alors en Europe d'abord, mais en France surtout, on a développé une stratégie qui permet d'être conforme aux objectifs de l'accord de Paris.
en France, c'est ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui impose à tous les secteurs d'activité de réduire leur budget carbone par tranche pour arriver à la fin, en 2050, à ce qu'on appelle le net zéro, donc les zéro émissions nettes. C'est-à-dire qu'on souhaiterait émettre autant de gaz à effet de serre qu'on est capable d'en absorber, de manière générale, dans les puits de gaz à effet de serre. Et ça, c'est assez central parce qu'en faisant quelques recherches, vous avez toujours comment dire, des projections de cette stratégie nationale dans les différents secteurs d'activité. C'est vrai dans le domaine de la santé, c'est vrai dans le domaine du BTP, c'est vrai dans le fret, et c'est aussi vrai euh, dans la filière chimie. Donc là, c'est un document que vous pouvez trouver en ligne qui est disponible. Je pourrais vous donner le lien si vous le souhaitez. C'est la feuille de route de décarbonation de la filière chimie. Alors, j'ai regardé assez brièvement, je ne pourrais pas vous faire un rapport exhaustif de ce que ça raconte, mais dans ce rapport, on voit grosse masse ce que sont la répartition des émissions, de manière générale. Donc, vous pouvez lire notamment que les deux sous-secteurs les plus émetteurs de la filière chimie sont la pétrochimie et les engrais et produits azotés. Le reste des émissions de GES de la filière est très fragmenté. Ça, vous pourrez aller vous renseigner là-dessus. C'est un rapport qui est assez bien construit, non seulement parce qu'il vous permet d'avoir une bonne idée de ce que sont les émissions de gaz à effet de serre de manière générale, mais aussi ce que sont les plans d'action pressentis pour essayer de décarboner la filière. Un autre élément important, c'est que je vous ai dit qu'en France, on avait la fameuse base empreinte qui permet d'avoir tout un tas de facteurs d'émission sur beaucoup on va dire d'activités, de services ou de produits. C'est moins vrai dans la chimie, il faut bien l'avouer. Et c'est vrai que la base de référence sur les produits de la chimie, qui est un peu une mine d'or, hein, s'appelle EcoInvent, où là, vous pouvez avoir tous les facteurs d'émission de tous les produits de la chimie, ou d'une bonne partie, non seulement sur le changement climatique, mais aussi sur les autres indicateurs. Le petit problème d'EcoInvent, c'est que c'est une base payante, parce que voilà, ça fait partie aussi du métier d'ingénieur ACV que de pouvoir disposer de bases de données qui sont très précises et de très bonne qualité. Mais en tout cas, sachez qu'elles existent et si vous êtes intéressé, à la rigueur, on pourra en reparler parce que ça peut être intéressant pour vous d'avoir quelques ordres de grandeur très, très spécifiques. Et c'est ce que je vous racontais. Dans cette feuille de route de la filière chimie, il y a quand même des trajectoires de réduction de la filière à horizon 2030. Donc à la base, la référence avait été prise en 2015 et l'idée c'était de réussir à réduire de 26% à horizon 2030, c'est-à-dire dans 5 ans. Donc j'imagine que tout ça va être mis à jour progressivement parce que je doute que les objectifs aient été atteints, mais ça vous donnera aussi pas mal d'éléments et d'ordres de grandeur sur ce que sont les grands leviers de décarbonation dans le secteur de la chimie. Et ça, c'est quand même très intéressant aussi pour les ingénieurs de savoir ce que sont les secteurs dans lesquels il y a le plus gros potentiel de réduction. Je voulais aussi vous montrer le pendant un peu plus ah oui, pardon, ACV, analyse en cycle de vie. Voilà. En anglais, Life Cycle Assessment. J'ai été aussi me renseigner, alors ça, vous pouvez le voir par vous-même hein, dès que vous tapez analyse en cycle de vie et puis une boîte de la chimie, peu importe, hein. Il s'avère qu'elles sont toutes plus ou moins engagées avec un élément qui est très important pour les acteurs de la chimie, ça vaut aussi pour la pharma, hein, etc. Donc, quand vous êtes dans le domaine de la santé, si vous voulez décarboner le domaine de la santé, vous vous rendez compte que pour la plupart des hôpitaux, la moitié des émissions de vos activités, c'est les médicaments. Quand vous êtes un hôpital, c'est difficile de vous passer des médicaments, et donc il y a tout un travail du secteur de la pharmacie, de la chimie, quoi, pour réussir à donner des facteurs d'émission très précis et à faire qu'ils puissent décarboner et éco-concevoir en interne les procédés, par exemple, mais aussi les formulations. Et ben ça, c'est le cas aussi quand vous allez sur le site d'Arkema. Arkema accélère le calcul de l'empreinte carbone de l'ensemble de son portefeuille produit. Et ce que vous pouvez lire un peu plus spécifiquement, c'est qu'aujourd'hui, ils souhaitent réussir à proposer une empreinte carbone de tout ce qu'ils vendent. Et donc, en l'état actuel des choses, c'est à peu près 50% des ventes qui sont couvertes par une analyse en cycle de vie complète. Et ils souhaiteraient réussir à horizon 2030 avoir des ACV sur l'intégralité de leur portefeuille produit, si vous voulez. Et ça, c'est précisément un travail d'ingénieur. Je pourrais vous en parler dans quelques instants, puisque il faut avoir une très bonne connaissance des procédés, il faut avoir, enfin, faut être très fort en chimie, quoi, disons, mais il faut aussi être capable de modéliser et d'avoir cette compétence de calcul d'empreinte environnementale. L'ACV, c'est un outil qui est relativement technique, comme vous avez pu le voir précédemment. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose dont les entreprises sont assez friandes aujourd'hui. Et il y a un gap entre le besoin et la quantité de candidats qui sont capables de le faire. Donc ça, à mon avis, c'est une piste qui est très intéressante et j'y reviendrai dans quelques instants. Enfin, j'y reviens maintenant tout de suite.
Il s'avère que, bon, pour faire un peu de pub, mais c'est pas vraiment l'objectif, le SPCI a lancé justement son master spécialisé sur l'analyse en cycle de vie, mais aussi parce qu'il y a tout un tas d'autres organismes qui commencent à vraiment vouloir calculer l'empreinte de leurs produits ou de leurs services. C'est vrai chez Saint-Gobain, c'est vrai à l'ONERA ou au CNES, par exemple, qui aujourd'hui commencent à vouloir faire en sorte que dès qu'un produit j'allais dire sort de terre, mais dès qu'il y a une ébauche de projet, qu'on puisse faire la mesure d'empreinte environnementale en amont et a posteriori. C'est vrai aussi, là plus récemment, on était en contact avec l'Observatoire de Paris qui voulait lancer une nouvelle mission et s'était demandé par les financements de pouvoir être en capacité de calculer l'empreinte carbone de manière plus spécifique, mais l'empreinte environnementale de manière un peu plus générale. Donc c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe, hein. Quelles écoles forment à la CV? C'est assez spécifique, disons, c'est une compétence de pointe. C'est le cas un petit peu à l'ESPCI, c'est le cas dans les grandes écoles, mais c'est quand même assez dépendant de ce que sont les cursus. En général, ce sont des cursus un peu plus électifs ou des filières spécifiques. Et c'est vraiment en train d'émerger là au cours des récentes années. Donc, j'ai pas une vision panoramique de ce qui se fait. Mais c'est aussi pour ça que les masters spécialisés sont vraiment des bonnes antennes opérationnelles pour les étudiants et étudiantes qui auraient un cursus d'ingénieur et qui voudraient se former un peu plus spécifiquement à la compétence de mesure d'impact. Et voilà, donc je voulais conclure, il est 10h30, donc ça fait 1 heure tout pile que je parle, ce qui est déjà pas mal. Je voulais terminer avec cette petite histoire, moi qui m'a un peu touché, enfin, je peux le dire en ces termes-là. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'enseigne à l'ESPCI ce cours climat, énergie et mesures d'empreinte environnementale. Et, euh, et l'année dernière, enfin cette année, enfin l'année dernière puis cette année, il y a un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui, aidés par l'administration de l'ESPCI, ont décidé de réaliser le bilan carbone, donc de quantifier l'impact environnemental de toutes les associations étudiantes de l'école. Donc ça allait du bureau des élèves, enfin du bureau des étudiants, jusqu'au séjour au ski, jusqu'au tournoi sportif, etc. Et l'idée, c'était d'avoir, on va dire, une estimation globale de ce qu'étaient les impacts, mais aussi de trouver des solutions opérationnelles pour, sans altérer la qualité de la vie étudiante, réussir à faire baisser les émissions, quoi, hein. C'est-à-dire que si vous allez un week-end au ski, est-ce qu'on peut peut-être prendre une destination qui est un peu moins loin ou qui est accessible en train ou peut-être mutualiser les déplacements avec une autre école? Euh, Ça, moi, je peux vous le dire parce que bah, je suis en première ligne, je suis au contact avec les étudiants, j'ai vraiment vu un changement de paradigme assez net entre ce que je pouvais constater il y a 4 ou 5 ans où c'était un sujet qui était périphérique. Aujourd'hui, pour certaines écoles et pour certaines typologies d'étudiants et d'étudiantes, il y a une vraie volonté de s'engager et bah, de mettre à profit leurs compétences d'ingénieur, leurs compétences techniques et leurs compétences scientifiques au service de la transition environnementale. Donc voilà, je trouvais que c'était un beau message pour conclure. Et voilà, je voulais juste rappeler que l'analyse en cycle de vie, le calcul d'empreinte carbone de manière générale, c'est un super outil pour ingénieurs et je pense qu'il y a encore pas mal de belles opportunités pour les étudiants dans les années à venir pour essayer de faire en sorte qu'ils jouent leur rôle, quoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre participation.